Tout sourire, Emmanuel Macron dit ne rien craindre et son entourage minimise le pourtant grave phénomène propice au conflit d'intérêts dans lequel baigne la Macronie. Le recours toujours plus automatique et lourd en conséquences financières, mais pas que, on va le voir, au cabinet de conseil privé, notamment le désormais célèbre cabinet McKinsey. Alors, le parquet national financier vient d'ouvrir 2 informations judiciaires sur le rôle des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, à chaque fois victorieux, ces campagnes, Emmanuel Macron lui-même, au second tour face à l'extrême droitière Marine Le Pen. Pendant la dernière campagne présidentielle, à la demande des groupes communistes et écologistes, une commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, c'est son titre, avait débouché sur un rapport au Sénat explosif mettant en lumière une mécanique problématique pour la démocratie même. L'opposition avait alors réclamé une enquête sur un possible favoritisme de la majorité macroniste au profit du cabinet de conseil McKinsey. C'est donc chose faite. Mais l'enquête peut-elle véritablement donner quelque chose? Que risque véritablement aussi Emmanuel Macron? Et au fond, est-ce si grave que cela de voir l'appareil d'État travailler si étroitement et régulièrement avec la sphère privée pour gouverner le pays? Autant de questions et d'autres encore, vous allez le voir, que je vais poser à mes 2 invités de ce soir pour ce nouvel entretien d'actu. Et me rejoint en direct sur ce plateau la députée Génération S NUPS, Sophie Taillé-Polian. Bonsoir. Bonsoir. Ex-sénatrice, surtout vice-présidente de la commission d'enquête dont on parlait à l'instant au Sénat. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci. Alors, aussi, me rejoint sur ce plateau le responsable de la rubrique Idées chez Le Vent se lève, Simon Vollet, mais aussi co-auteur d'un ouvrage que j'ai juste ici. Magie du montage, même pas, c'est en direct, vous voyez. L'ouvrage qui s'intitule Consultocratie, on va parler tout à l'heure, les nouveaux mandarins aux éditions FIP. Merci aussi d'être avec nous. Merci beaucoup. Ce soir. Alors, commençons tout de suite. Madame la députée, vous étiez merci. Vous étiez vice-présidente de la commission d'enquête au Sénat il y a quelques mois, lors de votre précédent mandat, dont le rapport, le 16 mars, est implacable. On l'a lu en détail, bien sûr. Le phénomène d'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques y est qualifié de tentaculaire, c'est le mot utilisé, avançant un chiffre énorme, 1 milliard d'euros d'argent public dépensé rien qu'en 2021. Alors un chiffre énorme qui semble immense évidemment, mais que pour beaucoup des simples mortels que nous sommes, 1 milliard, 1 million, c'est pas trop la différence, et ça paraît gros, mais bon, en même temps, aussi dans le budget de l'État, c'est pas quelque chose d'important. Pourtant, ce chiffre, cet élément est le premier élément pointé dans ce rapport. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une progression extrêmement forte en réalité, c'est-à-dire une multiplication par plus de 2,3 de mémoire depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc vraiment une forme d'explosion du recours à ces cabinets conseils qui a trait à une vision de l'État propre au pouvoir macroniste. Et puis aussi un deuxième élément, c'est-à-dire que si la commission dit c'est tentaculaire et c'est énorme, 1 milliard d'euros, elle pointe également que ce n'est pas la totalité. C'est-à-dire qu'elle a mené un certain nombre d'investigations au sein de l'appareil d'État propre et également dans des autorités indépendantes, des services de l'État qui sont un petit peu déconnectés de l'État. Et en fait, on n'a pas la mesure totale du recours au cabinet conseil, que ce soit dans toutes les sphères de l'action publique ou dans les collectivités. Et c'est extrêmement important et ça doit nous interroger sur le fonctionnement du service public, de l'État, parce que je crois qu'il y a beaucoup de ressources en son sein, avec des agents et des agentes publiques, qui seraient, à mon avis, de bonne aloi de mieux écouter. Alors Simon, comme je le disais en intro, vous êtes co-auteur de cet ouvrage, apparaître on voit à l'écran en illustration, qui nomme ce phénomène qu'on a à peine décrit à l'instant, qu'on va aller plutôt creuser dans les prochaines minutes. Consultocratie. Alors un terme qui excite un peu l'imaginaire, j'imagine que c'est prévu pour, mais pouvez-vous nous en donner votre définition ou la définition? Alors la définition un peu classique, c'est un terme justement effectivement qui a le mérite d'attirer l'attention, mais qui en fait vient du monde universitaire, notamment du sociologue en fait Christopher C. Hood, qui a épinglé, on pourrait dire, ce terme en fait et a consacré l'usage de ce terme pour décrire cette espèce de règne des entourages, effectivement, de privatisation du conseil stratégique en communication et information auprès des dirigeants politiques
politique dans les sociétés occidentales modernes. Et il précisait déjà, sa spécialité c'était le monde anglo-saxon, anglo-américain, que voilà, ce phénomène avait tendance à se généraliser au pays sous l'égide de la culture économique et politique anglo-saxonne. Donc on a voulu se placer un peu à la frontière entre l'inquiétude démocratique et l'effet de choc et la réflexion justement académique sur le sujet, être un peu à l'intermédiaire. Et d'ailleurs, vous nourrissiez du travail des parlementaires justement pour pouvoir... on se dit un livre de plus, un rapport de plus, enfin on peut se dire ça, hein, je me fais avocat du diable parfois, hein, c'est un peu mon boulot aussi. En quoi publier un livre sur la consultocratie viendrait aider peut-être la compréhension par le grand public, ou peut-être... Quel est l'objectif la démarche de ce livre-là? Alors on essaie de se placer, en plus on vient après le travail exceptionnel que votre commission a réalisé, après le livre d'enquête journalistique de Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Aron. Et nous, ce qu'on voudrait proposer, c'est une petite synthèse, évidemment, dans les premiers chapitres et l'introduction de tout ce qui a été dit, et par votre commission et par les journalistes, pour rappeler un peu le contexte factuel, et puis proposer une mise en perspective qui prend aux travaux universitaires historiques, aux travaux universitaires sociologiques et aux travaux universitaires philosophiques sur qu'est-ce qui se passe en fait dans la construction de cette nouvelle mentalité technocratique qui cette fois-ci n'est plus liée, on a parlé des nouveaux mandarins aussi en hommage à Mottchan et Jean-Pierre Chevènement qui avaient dénoncé le mandarinat des énarques à l'époque, hein, dans l'après-guerre. Cette fois-ci, le nouveau mandarinat, il est privé, il n'est plus la haute fonction publique, c'est toujours la haute fonction publique, mais associé à un parasitisme, on pourrait dire, sociologique nouveau. Et on a mobilisé, pour vous citer un exemple, Suzanne Keller, c'est une sociologue des élites américaines qui est convoquée, y compris par les chercheurs français, et elle a parlé de la notion d'élite stratégique pour parler justement de ce type d'élite un peu opportuniste qui passe sous les radars de la démocratie, du contrôle politique. Hein. Les parlementaires, en vous en témoignez, ont beaucoup de mal à pouvoir saisir l'ampleur du phénomène, à pouvoir contrôler, et parce qu'il arrive à plusieurs échelles différentes, locales et puis nationales. Et donc, cette notion d'élite stratégique, c'est un peu les poissons pilotes, si vous voulez, du rapt, en quelque sorte, en compétences, en influence et en valeur économique de la haute fonction publique. Alors pour en revenir à l'actualité chaude qui nous permet de parler de ce sujet une nouvelle fois sur ce plateau dans les médias en général, alors il y a donc bien eu suite à votre... au rapport que vous avez participé, alors, bien évidemment, c'est pas le vôtre. Mon chapeau pour la rapporteure de cette commission qui a beaucoup plus, voilà, parce que c'était une initiative du groupe communiste au Sénat, et donc vraiment c'est elle qui a conduit tout cela avec le président aussi de main de maître. Voilà. Bien sûr. Alors suite à cela, il y a eu des effets. Il y a notamment cette double version d'information judiciaire qui vise le président Macron, tout du moins ses campagnes et son entourage. Le président Macron qui a pu réagir il y a quelques jours à Dijon, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on va l'entendre une nouvelle fois ici. C'était sur France Info il y a quelques jours, on regarde un extrait. Ils ont déjà été regardés, re-regardés. Vous n'avez pas échappé que parfois les comptes de campagne pouvaient y avoir des problèmes. Les miens, ils ont été regardés comme tous les candidats de 2017, déjà vus. Et puis ceux de 2022, ils sont comme tous les candidats à la dernière élection, en cours de revue. Donc les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent s'exercer. Président, pour que les choses soient dites, pardon, le communiqué dont nous parlons tous ne fait pas mention ni de votre nom ni de votre parti. Est-ce que ce sont bien des comptes de campagne d'En Marche, de la République En Marche, comme vous le dites très bien, moi je ne sais pas, j'ai vu simplement le communiqué, personne ne m'a écrit, personne ne m'a appelé. Donc je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question d'un cabinet de conseil. Et c'est sur ce sujet qu'a été ouverte une instruction judiciaire. Bon, il faut que la justice fasse le travail sur ce sujet. Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas votre serviteur. Alors certains voudraient le politiser. Je veux que la justice fasse son travail de manière normale. Mais est-ce que vous craignez que la justice, au bout d'un moment, dise en effet c'était une forme de financement illégal des gens de McKinsey travaillent pour cette rien. Et après, vous savez, je m'en suis déjà expliqué des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Alors, il dit qu'il ne craint rien, renvoyant tout à la justice, prié de faire son travail, on l'entend. Hein. On a pu aussi entendre ces derniers jours Aurore Berger, députée et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, exprimer la même chose. Et les nombreuses réactions des internautes sur le web, notamment sur Twitter, se demandant légitimement peut-on faire confiance, je vous pose la question, madame la députée, en l'appareil judiciaire, en ses capacités actuelles, en son indépendance, pour y faire toute la lumière sur cette affaire? Moi, je crois qu'on peut lui faire confiance.
et notamment le parquet national financier qui a subi, à travers un certain nombre de ses magistrats ou anciens magistrats, beaucoup d'attaques de la part du pouvoir en place. Il faut le rappeler, les affaires Dupond-Moretti qui avaient mis en cause ces magistrats. Donc moi je crois qu'on peut leur faire confiance. J'ai pas envie d'ailleurs de commenter leur travail. C'est tout à fait salvateur que après cette commission d'enquête qui a soulevé un certain nombre de choses, et notamment la question de est-ce que McKinsey paye ses impôts en France, où il y a eu un mensonge clairement énoncé par son dirigeant devant la commission d'enquête. Eh bien, la justice fait son travail et elle déroule le fil. Après, moi, je ne souhaite pas commenter un travail judiciaire en cours et plutôt m'intéresser à ce que politiquement, tout ce que cela veut dire dans la vision de l'État. Là, il parle d'attaque politique à un moment donné, parce qu'il me dit, est-ce que ça concerne vraiment Renaissance, ses comptes de campagne à lui? Et finalement, vu que, en reprenant le fil des choses, c'est votre groupe, au moment où vous étiez au Sénat, ainsi que celui des communistes qui demande cela, et lui, il lit ça comme ça, il semble le dire comme c'est une attaque politique. Comment vous l'auriez en face de vous, vous lui répondirez quoi à ce moment-là? Moi, je répondrais que finalement, les comptes de campagne de 2017, peu m'importe. Parce que de toute façon, le mandat, il a été fait, il est terminé. On ne va pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est sa vision de l'État. Et comment, aujourd'hui, il y a une confusion permanente qui est entretenue entre le service public, l'intérêt général et les intérêts privés, avec cette vision très anglo-saxonne, très néolibérale, de l'efficacité, qui ne tient pas du tout en compte de ce qu'est le service public, de ses missions propres, fondamentales dans la société. Donc c'est comme ça qu'on a ruiné l'hôpital, avec ce genre de méthode, avec ces tableaux Excel dans tous les sens, ces indicateurs qui n'ont pas de sens et qui provoquent la souffrance au travail et l'affaiblissement et l'effondrement du service public. Donc moi, j'ai envie de dire finalement, c'est pas ça. Moi, en tant que citoyenne et en tant que responsable politique, la justice fera son travail, elle le fera très bien, parfait. Par contre, effectivement, ces gens ont travaillé dans sa campagne. C'est toute l'idéologie qui est portée dans sa campagne et dans son action publique que j'ai envie de dénoncer. Et moi, j'ai envie que nous proposions à la NUPES une autre vision de l'État. Une autre vision de l'État qui s'inspire, je dirais, de l'État en France, de son histoire. Oui, l'État, avec ses hauts fonctionnaires, a su amener des choses extraordinaires. Et puis, il faudrait qu'on la remette à la sauce actuelle, plus proche des territoires, plus proche des citoyens. C'est ça qu'il faut inventer aujourd'hui. Et c'est très, très loin, et même tout à fait en opposition avec la vision d'Emmanuel Macron et avec cet aspect très symptomatique de la présence permanente des cabinets de conseil au cœur des ministères. C'est sa façon de faire, effectivement. Alors, pour continuer notre entretien, je vous propose d'écouter aussi le porte-parole du gouvernement, Macron-Borne, alors l'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était ce matin au micro de Léa Salamé sur France Inter. La question, c'est de savoir s'il y a des gens qui travaillaient chez McKinsey qui, par ailleurs, ont participé à une ou plusieurs campagnes dans le cadre des élections. Bon, est-ce qu'ils ont participé, si c'est le cas, en intuitif personnel, c'est-à-dire en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait du bénévolat, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, issus de n'importe quelle entreprise, ou du public ou du privé peuvent le faire. C'est pas que ça, pardon. Mais l'information, elle vise à savoir ça. Est-ce qu'il y a eu un délit de favoritisme ensuite dans l'attribution des contrats ? Mais ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En réalité, je vais vous dire une chose, Léa Salamé. Moi, j'ai passé, quand j'étais ministre en charge de la santé, des contrats publics avec un système d'appel d'offres. Et d'ailleurs, on a un système de carrousel qui fait qu'à tour de rôle, les entreprises se voient attribuer des contrats. Les trucs sont super clairs et transparents. Ce qu'on dit, ce qu'a demandé le président de la République et la première ministre, c'est qu'on réduise les voilures sur les contrats passés auprès des cabinets. Mais je vais vous dire... Vous allez faire votre mea culpa comme Bruno Le Maire qui a dit oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des abus. Pardon, je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination. Ça fait réagir sur le plateau. On voit Olivier Véran qui ne comprend pas ce qu'est un abus, ne sait pas ce qu'est c'est du favoritisme. Ça me faisait penser d'ailleurs, il parle de Bruno Le Maire qui, dans un autre dossier, celui de taxer les superprofits, ne savait pas ce que c'était un superprofit. Mais cette fois-ci, c'est le même Bruno Le Maire qui reconnaît qu'il y a des abus sur ce dossier-là. Alors déjà, avant ma prochaine question, peut-être une réaction sur ce double discours. On a le porte-parole oui, peut-être, et puis... Et Bruno Le Maire. Assez rapidement, sans aller trop dans le détail, en fait, ce à quoi il faut faire attention, c'est que derrière la passe d'armes qu'on aurait envie de commenter trop facilement, et sans doute où il y a le côté fracture au sein de la Macronie, ça pour le coup je ne saurais pas commenter précisément, ce qui est certain, c'est qu'Amélie de Montchalin, à l'époque où elle était responsable de la transformation publique au gouvernement, Amélie de Montchalin elle-même, elle avait produit un discours qui avait choqué un peu les sénateurs, puisqu'elle était sortie avec des directives de réduction de 15% de son chapeau, de toute cette voilure, comme ils disent, de dépenses.
En catastrophe, quoi, clairement. Parce qu'ils se sont dit, mais en fait... Voilà, et ça donne un peu le sentiment qu'il y a d'un côté Olivier Véran qui est là, tout va bien, le maire qui est un peu sur les deux pieds et qui essaie de continuer ce storytelling de tout va bien, Madame la Marquise. En fait, on a déjà appliqué à nous-mêmes, avant même que les sénateurs ou la représentation nationale nous le demandent, une austérité par rapport à ça. Après, la question que ça pose, il fait semblant de ne pas voir, c'est quand même aussi la question de ça. On t'a rendu des services à un moment, tu nous en rends d'autres à d'autres moments. Et ça, c'est pas spécifique au cabinet de conseil. On le voit dans la façon dont les amis d'Emmanuel Macron, les ex-ministres, etc., sont replacés, repositionnés, parfois au mépris, on en parlait pour Jean Castex, la liste est longue. Au mépris je dirais des procédures normales de recrutement, etc., etc. Bon, mais ça, visiblement, M. Véran, ça n'a pas l'air de le choquer, mais ça choque énormément les Françaises et les Français à bon escient. Et effectivement, je pense qu'il y a une question aussi de ces cabinets de conseil qui sont venus aider Emmanuel Macron. Oui, pour eux, c'est une sorte d'investissement. Et d'ailleurs, ce que dit aussi la commission d'enquête, c'est qu'il y a eu des prestations, ce qu'on appelle pro bono, donc gratos, allez, vous inquiétez pas. Mais après, en réalité, c'est une façon de mettre un pied dans la porte, de rentrer dans la maison et puis après de s'y installer. Donc là, il faut les désinstaller. Alors, bon, là, on l'a vu, la pirouette de M. Véran qui semble à la fois minimiser l'affaire, banaliser peut-être quelque part aussi cette pratique-là, mais dans tous les cas, il y a quand même une réaction que certains, je pense, peuvent avoir, et je vais la formuler dans mon rôle d'avocat du diable encore une fois. Est-ce si grave que cela de voir nos responsables politiques, je vais au bout de ma question, je vois déjà que vous allez répondre que oui, faire appel à ce qu'ils présentent comme des experts, des expertes pour leur fournir des expertises pour finalement prendre les meilleures décisions. Parce qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, nos responsables politiques. Vous-même, vous êtes député, vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous faites appel à des tiers et des personnes, bien sûr. Faire appel à des tiers pour des personnes qui ne sont pas sensibles à ce que vous portez, l'État, etc., ça reste des personnes compétentes, on pourrait penser à du bon sens. Mais oui, mais alors, c'est des gens qui sont compétents en tout, en fait. Ils savent tout faire, c'est formidable. Ils appliquent une méthode toujours la même à tout, etc. Mais en réalité, celles et ceux qui savent, c'est celles et ceux qui font le service public au quotidien. Et ceux-là, on ne les écoute jamais. Moi, je crois qu'il y a énormément d'agents publics qui seraient prêts à travailler. D'ailleurs, dans le rapport, ça se voit, il y a des exemples où, en réalité, il y avait des agents qui travaillaient sur tel ou tel dossier et ils se faisaient doubler par un cabinet. Et aussi, à un moment donné, on a payé un cabinet pour faire le lien entre Santé publique France et le gouvernement. Enfin, je veux dire, si on n'est pas capable de faire dialoguer ensemble les institutions de l'État, faut se poser des questions. Donc oui, les experts, mais les experts, c'est souvent celles et ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, et leur encadrement. Et là, ça pose la question de gens qui savent tout sur tout, et qui ont tout compris sur tout, et qui n'écoutent et qui ne regardent jamais la réalité, le terrain. Moi, je crois qu'on a dans notre pays beaucoup d'autres experts et des meilleurs. Et c'est la parfaite transition pour parler de cette fameuse externalisation du pouvoir que vous développez dans votre ouvrage, coécrit, bien évidemment, vous êtes 4 à l'avoir écrit. Est-ce qu'on peut expliquer, on comprend un peu, mais vous disiez tout à l'heure que c'était un peu anglo-saxon comme principe de faire. En quoi c'est anglo-saxon? En quoi c'est pas compatible avec la France? En quoi Qu'est-ce que c'est cette externalisation? Alors ce serait très long de faire une histoire de la force de l'État central, notamment, soit jacobin ou autre, en France. Donc moi je renvoie nos spectateurs, par exemple, aux magnifiques analyses d'Anicet Leporte dans Le Monde diplomatique pour se faire une histoire un peu synthétique de la puissance publique de l'État dans une vision y compris républicaine et sociale, et pas seulement une vision réactionnaire. Mais en tout cas, en ce qui concerne le monde anglo-saxon, il faut savoir qu'il y a plusieurs épisodes fondateurs. Déjà, la plupart des grandes firmes, même si ce n'est pas le cas de toutes, sont d'origine américaine ou anglo-saxonne. On pense à McKinsey en premier lieu. Et en fait, ces firmes, leur histoire, c'est d'avoir essayé, si ce n'est par tous les moyens, en tout cas régulièrement, de coloniser le pouvoir, parce que comme vous disiez très bien, le pro bono, par exemple, donc le gratuit, toutes ces techniques de mettre un pied dans la porte, on voit ça depuis très longtemps, dans les années 80-90, les grandes années du néolibéralisme. En fait, Bill Clinton lui-même, dans la transition des gouvernements de droite au gouvernement de gauche, il y a eu ça aussi contribué à l'émergence d'une post-politique, le sentiment que gauche et droite, c'est pareil. Dans la réforme de l'administration publique version de gauche, avec Tony Blair, avec tous ces gens-là, avec Bill Clinton, cette deuxième gauche, cette troisième voie
Anthony Giddens et tous ces théoriciens-là. Ils ont amené, en fait... Qui n'en était pas une. Oui, exactement. Cette troisième gauche qui n'en était pas une. Voilà, ils ont amené, en fait, cette vision qu'il fallait transformer l'action publique par le privé. Et en France, il y a un sociologue qu'il faut absolument étudier. Toute la documentation est disponible sur Cairn, sur les sites en ligne. J'invite les citoyens et citoyennes à se renseigner. C'est Michel Crozier, un sociologue très important, parce que Michel Crozier, sociologue des administrations, il a importé cette culture du New Public Management en France. Il a été soutenu par Le Monde, il a été soutenu par l'Express, par tous les grands journaux de la presse économique, la presse mainstream. Il était à mi-chemin entre le monde politique, le monde académique. Il écrivait des rapports où il faisait carrément du New Public Management sous l'égide de Samuel Huntington dans la commission trilatérale, un véritable outil géopolitique d'intégration à une culture anglo-américaine, démocratique, libérale, capitalistique, efficacité des services publics, une culture anti-soviétique finalement, et donc c'était véritablement une perception du monde dans un continuum géopolitique bien sûr. Américain. Donc c'est assez fascinant de s'apercevoir qu'ils sont pris dans cette histoire-là. Alors on comprend bien là qu'au centre du débat, je vais vous entendre sur ce point, j'imagine, réside la question de la porosité. On le voit entre ces cabinets privés et pouvoir politique, avec une sorte de pantouflage. Et on pas le voit. Que les cabinets privés. Et pas que les cabinets. Vous allez pouvoir nous en dire un mot. Alors le pantouflage, pour rappeler, où les protagonistes va d'un côté et de l'autre, avec des contacts, avec des savoir-faire, etc. Et la frontière devient floue et n'existe plus finalement. Alors Sophie Tellier-Polian, faudrait-il, et si oui, comment? J'imagine que la réponse est oui. Séparer l'État des marchés privés, justement. En fait, il y a une grande réforme de l'État à mener. Comment ? Parce que ces histoires d'intervention des cabinets conseils, ça, c'est un pan. Mais l'autre pan, effectivement, c'est la réforme du statut des fonctionnaires et notamment de la haute fonction publique. Et dans la vision du pouvoir actuel, le meilleur fonctionnaire, c'est celui qui va dans le privé. Parce qu'il y a l'idée que finalement, il a une expérience, nous, dans le public, on a des trucs, on est archaïque, on est un peu ringard, on ne sait pas faire, etc., etc. Et donc, il faut aller chercher dans le privé le meilleur de l'innovation. C'est tout le langage, etc. Donc, en fait, il y a ces interventions régulières et de plus en plus importantes. Il y a aussi la réforme de l'ENA et le fait de faciliter les pantouflages et les rétro-pantouflages, c'est-à-dire les carrières mixtes publiques-privées. Notre tradition dans l'État républicain, c'est au contraire d'avoir des fonctionnaires qui sont là pour faire leur carrière et qui déroulent l'intérêt général et d'ailleurs aussi avec une progression de carrière, tout le monde n'arrive pas au top tout de suite, etc. Et ça, c'est ce qui a fondé notre État, avec des mauvais côtés jacobins, on pourra y revenir, mais avec des bons côtés aussi, de construction et de stratégie d'aménagement de notre territoire et de stratégie industrielle. Enfin, c'est vraiment la question de la souveraineté aussi. Notamment sur la planification écologique, on imagine que c'est un peu Mais bien sûr, important. On ne va pas faire de la planification écologique avec quelqu'un qui va bosser, je ne sais pas où, dans les entreprises privées qui veulent nous vendre absolument du plastoc et puis après qui va nous faire non, on va arrêter le plastique. Mais non, en fait, on sait bien que ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'avec ces histoires de pantouflage, rétro-pantouflage, on a souvent des gens qui sont très bons, qui sont experts dans leur domaine, mais qui ont, à un moment donné, on épouse toujours, qu'on le veuille ou non, même si on est la meilleure personne du monde, on épouse toujours les objectifs de la structure dans laquelle on travaille. Et c'est normal et c'est humain. On ne va pas travailler dans un endroit et se dire non, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, on n'y travaille pas. Et donc, quand on fait les allers-retours, on finit par avoir la confusion entre l'intérêt général, l'intérêt public que doit défendre l'État, que doivent défendre les fonctionnaires, justement, dans une carrière qui peut se dérouler, et les intérêts privés de telle ou telle entreprise. Donc, ce n'est qu'une facette, les cabinets privés. Il y a aussi ces pantouflages, rétro-pantouflages. Il y a des livres célèbres, notamment Laurent Mauduit, quand il écrit La Caste, etc. Enfin, tout ça, finalement, articule un projet vraiment très, très spécifique, lié au libéralisme, au néolibéralisme, qui est un projet, une vision de l'État, qui n'est pas la nôtre. Et je dirais pas la nôtre en tant que issue de la Révolution française, de la République française, et encore moins la nôtre issue de la gauche. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on se dit ça, vu que vous parliez tout à l'heure, que c'est une inspiration anglo-saxonne. On sait que cette culture domine les États-Unis, l'Angleterre, domine le monde, on peut le dire comme ça, c'est une puissance dominante, et ça passe à travers ces biais-là. Est-ce que c'est possible de faire autrement, d'y échapper finalement?
Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que pour la raison suivante, c'est que McKinsey aux États-Unis, ça va pas mieux l'image publique. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un scandale sanitaire considérable autour de la crise des opiacés aux États-Unis, qui est lié à McKinsey, ce qu'on appelle le scandale Purdue Pharma, puisqu'en fait, McKinsey, et il y a eu des condamnations pour ça dans la justice américaine, a fait valoir un certain nombre de contacts auprès de la Federal Drug Administration, l'autorité du médicament américain, et a fait des plans, donc des documents entre guillemets potentiellement criminogènes, en incitant une entreprise pharmaceutique américaine à étendre ses parts de marché sur des opiacés, l'oxycontine par exemple, donc qui sont finalement ni plus ni moins que des drogues semi-légales. Et donc McKinsey est fréquemment, et la plupart des grandes firmes internationales éclaboussaient à l'international, en Afrique du Sud, les grands cabinets, Bain et compagnie. Il y a des tas et des tas d'affaires judiciaires très graves avec les Ouïghours encore aussi, bien McKinsey, où il y a eu carrément il conseillait le gouvernement chinois sur la gestion des camps ouïghours. Et puis avec ça, il y a eu un scandale parce que, paraît-il, certains employés faisaient la fête dans un immeuble juste à côté d'un des camps où étaient maltraités les gens. Donc c'est une mentalité, si vous voulez, où sortie de grandes écoles, formation ingénieur ou parcours politico-économique supérieur, il y a une idée de caste, comme vous disiez, comme on peut dire avec Laurent Mauduit. Et voilà. Oui, puis on leur dit, vous êtes l'élite, vous allez gouverner le monde. J'imagine que dès le départ, à ces personnes-là, on leur tient ce propos-là. Alors, presque ma dernière question, on va élargir un peu plus la chose. Vous faites partie du pouvoir, vous êtes élu, vous êtes censé activer des leviers, vous êtes en opposition certains, mais il y a quand même cette chose, bien sûr, mais voilà, il y a quand même cette question qu'on se pose, alors qu'on va de procédure en procédure, on va de commission d'enquête parlementaire en information judiciaire, sans oublier les médias qui ont aussi participent à ces coups d'éclat-là, que tout cela génère souvent, mais on a le droit de se poser cette question, est-ce que notre état de droit, est encore en mesure d'opérer un bras de fer avec ces puissances qui sont toujours plus puissantes, parfois plus puissantes que les États eux-mêmes. Est-ce qu'on a encore un État suffisamment puissant ? Oui, non, mais bien sûr qu'on est un État suffisamment puissant pour interdire à nos fonctionnaires, s'ils veulent partir dans le privé, très bien, mais à ce moment-là, ils perdent le bénéfice de leur concours, ils ne reviennent pas. On peut très bien aussi augmenter les moyens de la haute autorité de la transparence de la vie publique pour faire en sorte qu'ils puissent, quand ils donnent des préconisations en disant « d'accord, vous pouvez prendre ce poste, mais vous ne devez pas faire telle ou telle chose », on peut très bien augmenter ses moyens pour vérifier. On peut aussi lui donner comme objectif par exemple, d'empêcher quelqu'un qui a fait du contrôle fiscal pour l'État de devenir avocat fiscaliste pour conseiller ceux qui ont envie d'optimiser. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut vraiment faire. Voilà. Non, mais il n'y a pas de... Pour ça, effectivement, il faut prendre le pouvoir. Donc ça, je crois qu'on y travaille avec la nouvelle Union populaire pour essayer d'ancrer notre alliance en profondeur pour essayer de faire en sorte que notre projet soit véritablement vécu comme une alternative par les Françaises et les Français. Ça prend du temps, forcément, parce qu'une alliance qui s'est faite en 13 jours, ça doit s'approfondir, se densifier dans le respect des différentes composantes. Mais je crois que ça va arriver, ça va advenir parce que les gens l'attendent et parce que nous sommes au travail. Et on l'entend, du coup, le propos en destination des électeurs et électrices, des Françaises et des Français, à travers un ouvrage, il y a aussi cette volonté d'atteindre le public et de le conscientiser, de le politiser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'imagine. Absolument. Finalement, le fil conducteur de tout ce qu'on s'est raconté ce soir, ça reste, dans cette affaire-là, une question démocratique. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Et qui dit démocratie dit peuple, évidemment. Alors, on a entendu le propos, vous êtes tenu envers eux, mais on ne cesse d'ailleurs de constater la défaillance de notre démocratie française. On se souvient de l'étude de chez The Economist qui a encore pour la seconde année consécutive déclaré que la démocratie française serait défaillante. Quel serait... ce soir, le mot de la fin à destination des personnes qui nous écoutent pour leur dire, n'allez pas cesser de vous... Parce que beaucoup de personnes se disent, il y a des affaires, elles sont souvent sans suite. On l'a vu, par exemple, en première partie d'émission, l'ancienne ministre chargée, vous savez, Caroline Cayeux, qui finalement, l'action des associations, lorsqu'elle avait tenu des propos homophobes, avait été sans suite. Il y a beaucoup de désillusions. C'est pas sans suite. Ah, ça a été sans suite, Non, je veux dire, elle est restée au gouvernement. Non, je veux dire, ça a été classé sans suite, cette plainte. Oui, mais tout ça, ça ancre dans le débat public petit à petit. Mais ça nourrit un fatalisme et beaucoup de personnes... Ça nourrit le rapport de force pour protéger les droits des gens et des personnes. Et moi, je crois qu'on avance sur ces questions. Et quand vous leur dites ça, parce que moi je le vois autour de moi, vous le voyez sans doute autour de vous, peut-être moins, beaucoup de personnes cessent de s'informer, de militer, de voter, on le voit, d'agir. Qu'est-ce que vous leur dites ? Le mot de la fin, c'est celui-là.
Simon et ensuite... Alors, je suis désolé, je vais faire une référence un peu pédante, un peu universitaire. Il y a un historien que j'aime beaucoup, et c'est un historien de l'État, par ailleurs, de l'État français, Norbert Elias, qui disait justement que les technologies modifient notre rapport au corps, à la politique, à la société. Ça va du trottoir, à la façon avec laquelle notre corps se tient à table, et les nouvelles technologies, ça va dedans aussi. Et en fait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie, ça vaut pour la politique, ça vaut pour les sciences, pour tout, apparaît, l'énergie qu'on peut mettre dans la société, elle est modifiée. Simplement, l'énergie disparaît jamais. Donc, par exemple, les guerriers, on leur a appris à passer au jeu de la séduction à table avec, vous savez, les couverts. Quand on a inventé les couverts, ça s'appelle la curialisation des guerriers. Et ben, nous, on est dans une société de consommation avec l'information qui nous arrive comme ça, avec cette infobésité, comme on dit maintenant, et puis ce sentiment dont vous parlez de désespérance, qui est lié aussi aux nouvelles technologies, à cette info en continu dont on a besoin aussi avec vous, mais qui est voilà. Et simplement, la frustration, elle disparaît pas. C'est pas parce que les gens, sur le moment, en fait, leur énergie, elle est un peu affectée, leur énergie vitale, elle est libidinale, on dirait, est affectée, qu'en fait, elle va pas à un moment revenir comme les Gilets jaunes l'ont fait. Et je veux pas être dans l'incantation, mais je suis persuadé qu'un mouvement démocratique d'ampleur est très, très près de se produire, vu l'état, quand même, de violence subie de manière consécutive par nos citoyens en permanence, par tout le monde, quoi. Madame la députée, mot de la fin. Non, mais moi, j'en sais rien. Est-ce que, la colère, elle est là, et la souffrance, et le sentiment extrêmement fort d'injustice. Mais ce que je disais tout à l'heure, il faut un débouché politique à tout ça. Je crois que la gauche et les écologistes, on a commencé à sortir de notre propre impuissance, qui était liée à nos désunions, nos désaccords, qu'on est en train de construire quelque chose, et on a besoin de continuer à le faire, et on a besoin que les Françaises et les Français nous disent aussi comment ils entendent les choses, comment ils voient les choses, sur quoi ils veulent qu'on intervienne, et dans cet aller-retour de ce lien avec les mouvements sociaux, qui sont quand même très importants, peut sortir, je crois, une alternative fructueuse. Eh bien, on va suivre tout ça, bien évidemment, aux médias, comme on le fait. Merci à vous, Sophie Taillé-Polian, que je vous rappelle pas, vous le savez, que vous êtes élue du Val-de-Marne à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je retourne dans le Val-de-Marne. Génération OS NUPS, et vous aussi, Simon Vollet. Alors, le livre a retrouvé le 2. Tout à fait, le 2 décembre en librairie. Voilà, votre co-auteur de Consultocratie aux éditions FIP. Bonne soirée à tous les deux et à bientôt.